Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais aujourd'hui, je voulais montrer un peu globalement qu'est-ce qui se passe entre l'étape d'échantillonnage et les résultats qui peuvent sortir après les analyses de toxines dans notre laboratoire, et aussi un peu faire une mise à jour sur nos protocoles qu'on a établis en 2017 pour pouvoir avoir un bon fonctionnement par rapport à l'échantillonnage jusqu'à l'analyse. Donc, je vais commencer par l'échantillonnage. On a établi certains paramètres par rapport au matériel ou par rapport au fonctionnement, autant au niveau des filtrations qu'au niveau des types de membranes et de matériel. Donc, premièrement, on avait établi des bouteilles de PETG. C'est un polymère qui a été choisi dans notre cas pour limiter l'absorption de la majorité des cyanotoxines, étant donné que chaque cyanotoxine a ses propriétés physico-chimiques, peut absorber plus sur un matériel qu'un autre. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? C'était simplement les bouteilles PETG ambrées pour limiter tout autant l'absorption que la dégradation. Les filtres qu'on a choisis après optimisation et recherche de membranes sont les filtres de GHP, encore une fois pour limiter l'absorption de la majorité des toxines qu'on étudie. On utilise deux porosités, 0,45, étant donné que souvent les blooms peuvent être plus ou moins denses, mais il faut quand même filtrer avant les analyses à 0,2 micromètres pour avoir le moins de particules possible pour ne pas bloquer nos colonnes. Ensuite, la filtration jusqu'à 125 ml pour avoir assez de matériel sur nos filtres. On a déterminé aussi, c'était aussi en se fiant au CAEQ, qu'on allait filtrer un maximum de 10 jours pour limiter la dégradation, mais en général, on filtre avant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de relargage ou de dégradation des toxines. Et ensuite, on garde des échantillons à -20. On n'a, pour le moment, pas vu de dégradation significative des échantillons. Donc, pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on parle de intracellulaire, extracellulaire dans nos analyses, c'est pourquoi on demande de filtrer les échantillons. En fait, on vise 3 types de phases par rapport aux analyses. Les 2 principales, c'est la phase intracellulaire et extracellulaire, donc la phase particulaire et la phase dissoute. Ce qu'on fait, en fait, c'est simplement filtrer les échantillons pour pouvoir fixer les cellules sur les filtres et garder le filtrat pour avoir la phase dissoute. Ainsi, par la suite, on peut prendre simplement le filtre, l'extraire directement et avoir la quantité de toxines qui est présente dans les cellules. Bien sûr, pour permettre d'avoir une bonne quantification, il faut procéder à une lyse cellulaire. Donc, les cellules sont sur le filtre, on procède à une lyse cellulaire, 3 fois gel-dégel. Les échantillons sont gardés à -20 degrés. Et par la suite, on peut procéder à l'extraction et à l'analyse. L'extraction se fait avec un système ASE. Ce système-là, c'est assez commun. Ça permet de faire une extraction à haute température et haute pression. Et c'est très simple. Si vous pouvez voir les paramètres, c'est à peu près 22 minutes par filtre. Et ça nous donne quand même des bons recouvrements. Et c'est pas trop lourd par rapport aux manipulations. Donc, pour le moment, on a 2 méthodes analytiques principales pour l'analyse des cyanotoxines. La première est la plus complète et nos analyses de cyanotoxines individuelles. On a rajouté depuis l'année passée 6 nouvelles toxines. Ça comprend 2 nouvelles microcystines, la didesméthylmicrocystine RR et la RY, qui nous a été gracieusement donnée par le laboratoire de Michael Quayhem. Aussi, on a rajouté l'homo-anatoxine A pour avoir une meilleure, au moins une 2e anatoxine dans nos analyses. Et aussi, on inclut, bien sûr, les produits de dégradation juste en screening pour pouvoir les observer s'ils sont présents ou pas. On a aussi décidé de rajouter l'anabaénopeptine et la cyanopeptoline. Ces 2 toxines cycliques, je vais vous le montrer, à peu près le même type de toxines comme les microcystines et ont le même mode d'action de toxicité, donc ils sont inhibitrices de protéines phosphatases. Pour le moment, la cyanopeptoline, on ne l'a pas trop vu, mais on a remarqué que l'anabaénopeptine est relativement présente. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir commencer à la regarder dans nos échantillons. Donc, cette méthode est relativement complète et assez simple. Après ça, on fait simplement l'analyse directement par chromatographie liquide couplée à la haute résolution de spectrométrie de masse et l'extraction se fait en ligne.
Ensuite, la deuxième méthode, la plus compliquée, mais aussi qui donne quand même une bonne information par rapport aux microcystines, c'est la méthode de microcystine totale. Quand on parle de microcystine totale, c'est simplement qu'on considère la portion ADA, qui est commune à toutes les microcystines, ou majorité des microcystines. Pour le moment, on connaît 243 congénères pour le moment. Donc, on extrait cette partie après une oxydation au permanganate de potassium et ça nous permet d'avoir une analyse indirecte de la globalité des microcystines. Et ensuite, l'analyse se fait par UHPLC et MSMS. Donc, cette diapo-là, c'est simplement pour vous montrer un peu quelle est la réalité des analyses qu'on fait en laboratoire. Pour un échantillon qu'on reçoit, on va avoir un duplicata, étant donné qu'il faut quand même avoir un réplica statistique et analytique. Et par la suite, comme je vous ai dit, on analyse généralement le filtre et le filtrat. Donc, c'est subdivisé en filtre ici qui va subir une extraction par ASE, 22 minutes par échantillon, et ensuite le filtrat. Et pour chaque filtre et filtrat, on procède à une analyse des microcystines individuelles et microcystines totales. Donc, quand on parle d'un échantillon, pour nous, ça équivaut à 8 analyses. Pour y aller un peu plus en détail, comment ça fonctionne, chaque analyse, comme je disais, la méthode pour les microcystines individuelles ou cyanotoxines individuelles, c'est beaucoup plus rapide. On peut analyser directement en faisant l'extraction en ligne qui est suivie de la chromatographie et de la spectrométrie de masse, environ 8 minutes par échantillon. Bien, je dis échantillon par individu. Et par la suite, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut simplement garder les échantillons au congélateur jusqu'à l'analyse. Et pour donner une idée, ça nous permet de faire à peu près 50 injections d'échantillons, sans comprendre les calibrations et les QC. Donc, quand on parle de 50 injections, ça veut dire 12 à 13 échantillons, étant donné qu'on a le filtre et le filtrat. Pour les microcystines totales, c'est un petit peu plus complexe, étant donné qu'on a des manipulations, on a une oxydation à procéder. Donc, chaque oxydation, c'est à peu près 2 heures par batch. Une batch, c'est quand même relativement limité, donc on a 12 individus par batch. Et par la suite, ça nous permet de faire autour de 26 injections par jour, nous 2 journées par semaine. Donc, on parle de 6 ou 7 échantillons par jour. Par la suite, on continue à investiguer le BMAA, qui est quand même, tout le monde le sait, une toxine qui est très complexe et assez controversée. On nous avait proposé, ou plutôt demandé d'étudier une autre alternative pour l'analyse du BMAA au travers de chromatographie iلیque ou chromatographie directe simplement, sans procéder à une dérivatisation. Donc, je continue à travailler sur ce sujet, étant donné qu'il y a quand même un gros défi autour de cette toxine, étant donné que le BMAA, ça reste une petite molécule pseudo-acide aminé relativement faible masse, très polaire. Et aussi, on dénombre plusieurs isomères isobares, ce qui veut dire aux mêmes masses, même configuration, pas même configuration, mais même formule moléculaire. Et tout dépendant des chromatographies, certains isomères sont plus problématiques que d'autres. Et pour la chromatographie iلیque qu'on devrait utiliser pour ce genre de composé, le BAMA est, on n'arrive simplement pas à séparer le BAMA du BMAA. Et le BAMA, il faut considérer que ce n'est pas une toxine et aussi peut être présent en plus grande quantité dans les matrices ou dans les matrices environnementales comparativement au BMAA, considérant que le BMAA est relativement controversé et qu'on ne veut pas nécessairement surdoser cette toxine en disant « Ah oui, on a beaucoup de BMAA, mais au final, ça serait plus une alerte inutile et très... » Ce ne serait pas nécessairement une bonne chose d'alerter à des hautes concentrations si le BAMA était en fait le composé qui était présent dans l'analyse. Pour terminer, on a aussi augmenté un peu, amélioré nos pratiques de laboratoire pour vraiment avoir une analyse très robuste et autant quotidiennement que temporellement dans le temps au fil des années. Donc, on a inclus un QC, simplement de matériel de référence fait maison. On a utilisé un vrai Bloom qui était contaminé. On l'a alicoté, en fait. Une messagère, elle a eu la patience d'alicoter au-dessus de 1000 ou 2000 viales pour pouvoir avoir également
toute la même concentration de tous ces vials-là. Donc, on a des vrais échantillons avec une concentration connue de microcystine. C'était particulièrement la microcystine qui était présente dans ces échantillons-là. Et ça nous permet de faire plusieurs suivis. Premièrement, le suivi de la robustesse de nos méthodes, étant donné qu'on est supposé d'avoir la même concentration par QC. Donc, à chaque fois, si on voit une anomalie, il faut se poser la question qu'est-ce qui s'est passé dans nos analyses, mais aussi la stabilité des microcytines au fil du temps. Donc, ici, j'ai montré nos deux méthodes. La première méthode, la microcytine totale, ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe toutes les microcytines et on voit vraiment au fil de 7 mois, on a à peu près 9 % de variation, donc pas vraiment de dégradation significative ou même de grandes variations par rapport à la méthode. Et pour les microcytines individuelles, tout dépendant des microcytines, bon, il peut y avoir certaines variations, mais globalement, on peut conclure que la méthode était assez robuste et les variations étaient pas très significatives. Donc, ça fait le tour pour les analyses de cyanotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.